à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous le Baobab. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'évolution de la famille et de son impact sur les individus. Alors, bonjour Bertrand. Bonjour Yann. En tant qu'éducateur, papa et enseignant, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter comme éclairage sur ce sujet? Merci Yann de la question. Disons qu'aujourd'hui, l'évolution de la famille s'explique par plusieurs éléments. Il y a l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. Tu te rappelles que du temps de nos parents, beaucoup de mères restaient au foyer. Elles travaillaient, mais elles travaillaient à la maison. Leur contribution, c'était à la maison. Femme au foyer. Femme au foyer, ce qui est un travail absolument formidable, n'est-ce pas? Honorable, voilà. Aujourd'hui, donc, de plus en plus de femmes vont sur le marché du travail hors de leur maison. Le deuxième point important, c'est l'immigration. L'immigration qui constitue un déracinement des familles, les familles qui perdent leur repère, les familles qui perdent leur appui social, les familles qui perdent leur routine, leurs habitudes et qui doivent s'adapter à leur nouvel environnement. Et on sait combien ça peut être difficile, délicat et combien de temps cela pourrait prendre pour qu'une famille retrouve ces automatismes, si jamais elle les retrouve. Ah oui, c'est ça aussi. Voilà. Donc, déjà, ces deux éléments bouleversent beaucoup la famille. Exemple, le rôle des femmes dans le foyer. La femme travaille, le mari travaille. Qui va faire la cuisine? Est-ce que c'est la femme qui fera la cuisine chaque jour, qui va s'occuper des enfants, qui ira chercher les enfants à leur retour d'école, descendre d'autobus, qui s'occupera des tâches ménagères? Papa et maman arrivent peut-être, dans beaucoup de cas, plus ou moins au même moment à la maison. Alors, est-ce que monsieur s'assoit devant la télé pendant que madame fait le ménage et puis fait la cuisine en même temps? Autant de questions. Il y a toute la problématique aussi des finances. Ah oui. Voilà, donc les femmes, puisqu'elles travaillent, ont accès à une plus grande autonomie financière. Elles gagnent souvent autant que le mari, parfois même davantage que le mari, ce qui peut entraîner diverses frustrations de la part de l'homme. Et puis, j'ai observé autour de moi les allocations familiales. Au Canada et dans bien des pays, c'est à la femme que c'est versé. Oui, effectivement. Et cela peut représenter beaucoup d'argent chaque mois, évidemment, selon le nombre d'enfants, selon l'âge des enfants. On rit, mais c'est un élément important parce que j'en discute avec des amis. Voilà, entre hommes, on en parle souvent. Et puis, certains me disent, oh, tu sais, Bertrand, on ne sait même pas combien le gouvernement verse pour les enfants. On ne sait pas trop ce que nos épouses font de cet argent, etc. etc. Donc, voilà simplement quelques éléments que j'ai pu observer autour de moi, Yann. Dans ton expérience, je suis certain que tu vas apporter un autre éclairage de ce sujet. Oui, je dirais que déjà moi-même, je viens d'une famille polygamique. Je peux déjà te dire que la forme de famille dans laquelle on grandit va avoir un impact sur nous. Non, c'est pas évident quand tu grandis dans une famille où on se dispute l'affection du père. C'est très très difficile parce qu'il n'a pas le temps de se consacrer à tout le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'aime pas tous les enfants, mais ses ressources sont également... Matériellement, le temps est limité. Le temps est limité, donc il ne peut pas s'investir de la même manière avec tous les enfants. Ce qui peut parfois créer des jalousies, des compétitions entre les enfants, sans oublier les conflits entre les mamans et tout ça. Donc quand on grandit dans un environnement comme ça, ce n'est vraiment pas évident. Je parlerai également de la montée des familles monoparentales, également des familles recomposées. Tu sais, de plus en plus de femmes, il y a aussi des hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules avec plusieurs enfants à éduquer. Tu sais, c'est pas facile déjà d'être en couple et d'éduquer des enfants. Alors imagine quand on est une femme seule, qu'on doit élever des enfants, qu'on doit travailler, on doit faire bouillir la marmite, on doit payer les factures. Ces femmes-là parfois sont tellement submergées qu'elles délaissent un peu le côté éducatif. Elles n'ont plus de ressources pour suivre les enfants, pour les écouter, pour apporter de l'affection, même au niveau de l'école. Parfois, tout simplement, le fait de savoir qu'il y a une réunion des parents à l'école peut mettre une mère monoparentale hors d'elle parce qu'elle est fatiguée, elle n'a pas le temps, elle doit cuisiner, elle se dit mais j'ai pas le temps, pourquoi est-ce que moi je dois aller là? Alors elle n'y va pas. Tu vois, donc quand on est
seul à élever des enfants, ce n'est pas évident parce qu'on ne peut pas se disperser, on ne peut pas se diviser en 10, être au four et au moulin à la fois. Là maintenant, je parlerai aussi des familles recomposées, qui est un peu le corollaire des familles monoparentales, parce qu'évidemment, quand on se retrouve seul avec un enfant et qu'on est amené à refaire sa vie, on arrive dans la relation avec un ou plusieurs enfants. Et parfois, le conjoint a aussi déjà des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants eux-mêmes? Est-ce qu'ils vont s'accepter? Ou alors, est-ce que tes enfants vont accepter ton conjoint, ou est-ce que ton conjoint acceptera tes enfants? Tu vois, c'est autant de problèmes qui vont se poser dans les familles et qui vont parfois faire que le couple aboutit à une séparation. Donc, la notion de famille aujourd'hui n'est plus celle qu'on a connue avant. On avait la famille élargie. Et on avait aussi la famille pour nous apporter un soutien en cas de séparation. Tu vois, à l'époque, quand une femme faisait un enfant hors mariage, ou quand elle devenait veuve, le père de ses enfants s'en allait, la famille récupérait les enfants pour permettre justement à la femme de continuer sa vie, de se marier, mais elle avait toujours des liens avec ses enfants. De nos jours, bon, les femmes sont de plus en plus autonomes, elles font le choix de garder leurs enfants auprès d'elles. Mais combien de familles acceptent encore de prendre ces enfants-là et de s'en occuper? Il y en a très peu. Donc je dirais qu'il faut faire attention dans le type de famille, comment je vais dire ça? Il faut faire attention du type de famille dans lequel on a évolué, parce que ce type de famille-là va nous impacter d'une certaine manière. Si je prends l'exemple des enfants qui grandissent avec les parents seuls là, parfois après des séparations et des divorces, on s'intéresse plus à la mère ou au père. On se dit comment il ou elle va s'en sortir. Mais on oublie beaucoup les enfants. On ne pense pas, est-ce que ces enfants, on a pris le temps de leur expliquer ce qui s'est passé? Est-ce qu'on leur a expliqué pourquoi tout d'un coup ils ne voient plus leur père? Est-ce qu'on leur explique pourquoi papa il vit là-bas, maman vit ici? Très peu de gens font ça. Et quand je pose souvent la question aux mamans africaines, elles me disent mais c'est des enfants, on ne peut pas leur expliquer ça. Non, non, ils ont des oreilles pour entendre, ils ont des yeux pour voir. Il faut juste trouver les mots qui sont adaptés à leur âge pour leur expliquer que maintenant, le type de famille que nous allons avoir est une famille monoparentale ou une famille recomposée. Et les aider aussi à intégrer ces notions, parce que ce n'est pas du tout évident de grandir avec un seul parent ou de grandir avec des parents qui avaient un père ou une mère qui n'est pas le sien à la base. Je vais terminer en parlant également des familles dysfonctionnelles. C'est que la famille à la base est le premier lieu de socialisation de tout le monde. Absolument. C'est dans la famille qu'on apprend à se comporter, dans la famille qu'on apprend à mettre des limites, on apprend à aimer et à être aimé. On apprend la politesse. Tout. On apprend à manger à table. Les bonnes valeurs, on apprend également à respecter les autres. Et surtout, ce sont les parents qui sont responsables des transmissions. Donc les savoir-faire, les savoir-être. Mais il y a des parents qui sont défaillants. Soit eux-mêmes n'ont pas de compétences parentales pour enseigner ça à leurs enfants, soit ils sont alcooliques, ils ne sont jamais là. Il y a des mères qui sont constamment dehors, elles boivent, elles se promènent, elles vont en boîte, elles laissent les enfants se débrouiller tout seuls. Une famille comme ça ne peut pas montrer l'exemple à des enfants. Il y a également des familles où on encourage la compétition. Il y a beaucoup de jalousie, les gens se bagarrent même, ils s'insultent, il n'y a pas d'amour. C'est des familles où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'agressivité. Alors quand c'est comme ça, au lieu que la famille soit le lieu de refuge, le lieu qui va te protéger, qui va t'apprendre et qui va te soutenir, ça devient un lieu de menace. Tu vas essayer de fuir ta famille. Il y a des gens qui sont toujours en train d'aller chercher des amis à l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand ils sont avec leurs frères et sœurs, ça explose. Ils ne peuvent pas avoir des discussions cordiales, ils ne peuvent pas se parler sans s'insulter. Donc une famille est fonctionnelle quand elle joue son rôle. Elle éduque, elle protège et elle soutient. Si elle ne joue pas ce rôle-là, alors l'individu va se retrouver confronté à des épreuves de la vie et ne saura pas vers qui se tourner. On parlait dernièrement, lors d'une précédente vidéo, du rôle de la famille dans le soutien des couples. Justement, quand on n'a pas de famille, quand on a appris qu'on doit se débrouiller tout seul, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est dans la détresse, alors on se retourne vers des coachs, vers des amis et parfois même vers des personnes qui n'ont même pas plus d'expérience que nous-mêmes. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. La famille, elle peut être source d'épanouissement comme elle peut être source de beaucoup de souffrance. Merci Yann pour cet éclairage. Pour nous, communauté noire, loin de nos pays, il faut dire que notre famille en Occident
n'est pas forcément notre famille de sang. Exact. C'est plutôt une famille choisie. C'est-à-dire ce sont nos bons voisins, ce sont nos amis les plus proches, ce sont nos camarades d'école, camarades d'université, quelques très très bons collègues. Si au fil des années, nous connaissent mieux que nos familles restées au pays, qui au fil des années sont devenus nos frères et nos sœurs, nous accompagnent dans nos moments de joie comme dans nos moments de difficulté. Exactement. Et c'est finalement eux, elles, ces personnes, notre nouvelle famille. Une famille choisie, plutôt qu'une famille subie. C'est ça. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir une famille sociale selon nos propres critères. Ici se termine cette vidéo sur la nouvelle formule, hein, le nouveau visage des familles aujourd'hui. Une fois de plus, merci d'être fidèle à cette chaîne. Merci de vous abonner et merci de cliquer sur la touche j'aime ou le thumbs up pour ceux qui sont en zone anglophone en Amérique du Nord notamment. Et à vendredi prochain, 13h heure de Toronto, 19h heure de Paris pour un autre numéro tout aussi enrichissant.